Du coup, moi, évidemment, en tant qu'écrivain, c'est des choses dont on a hautement conscience. Moi, pour ceux qui me lisent, vous savez que je suis un producteur assez frénétique de néologismes. On me le reproche parfois, c'est-à-dire que j'invente beaucoup de mots pour qualifier ce qui va se passer dans le futur, pour donner de la crédibilité aux univers, parce que je considère qu'un univers inventé a besoin de son vocabulaire, de sa culture, sinon il n'est pas crédible. Voilà. Aujourd'hui, on a des mots, je dis n'importe quoi, comme Wi-Fi, par exemple. Bon, ben, si tu n'as pas un mot pour qualifier ce type d'onde et de connexion, tu ne peux pas bâtir un univers. Donc je travaille beaucoup à donner une crédibilité maximale à ça. Et cette crédibilité, elle vient pas simplement d'un travail étymologique ou de mots valises, elle vient aussi de la capacité qu'a le son lui-même, les phonèmes eux-mêmes, à porter la sensation de ce que tu veux faire sentir. Pour donner un exemple très con, quand je bâtis ce terme que j'utilise beaucoup, qui s'appelle le technococon, voilà, de dire on est dans une sorte de chrysalide comme ça, de fibres optiques multicouches dans lequel on est choyé, casolé, on se construit, on se subjective même à travers ce technococon. Il est évident que l'accumulation pour moi, après c'est des sensations d'écrivain, mais le double O du haut cocon et le on final qui est très en fond de gorge, qui est nasalisé, c'est un O nasalisé le on en phonème, le triple martelage du O au on crée un effet de fermeture tout à fait clair, tout à fait net, que je pense que quelqu'un qui n'a jamais fait de phonétique peut ressentir. Voilà, vous êtes dans le techno-cocon, vous voyez? Et ça recule en fond de gorge, ça ferme. Et du coup, ça va véhiculer, à mon sens, la sensation de façon très forte. Donc, moi, il y a un aspect très important. Je considère qu'en tant qu'écrivain, je dois participer à la biodiversité du langage, c'est-à-dire que je dois accroître ce que le langage peut être. Donc, le néologisme en fait partie, mais je dirais que c'est juste un petit élément. Mais après, ce qui en fait hautement partie, c'est évidemment le travail poétique. Et il y a cette ambition qui est fondamentale pour moi, que Deleuze avait magnifiquement exprimée en disant, voilà, tout grand écrivain est quelqu'un qui essaie de creuser une langue étrangère dans sa langue. Voilà, creuser une langue étrangère dans le français. Alors c'est ce que j'essaye désespérément, modestement de faire dans Les Furtifs, où je creuse vraiment une langue particulière, pour ceux qui l'ont lu, des Hybrides et des Furtifs, et de Tishka en particulier, qui va travailler de l'intérieur par des systèmes de permutation de consonnes, de métal. On sent monter une langue qui effectivement est à la bordure, est à la lisière du français, et qui pour moi du coup accroît considérablement ce que la langue française peut produire. Moi mes idoles c'est Mallarmé, c'est Novarina, Valère Novarina, que je vous conseille absolument de lire, auteur de théâtre, qui a été extrêmement loin à la fois dans la variabilité de la syntaxe, mais aussi dans la variabilité vraiment des compositions grammaticales de phrases, la variabilité néologique absolument délirant. Et ben ces gens-là, ils accroissent ce que le langage peut faire, peut être, et du coup ils ouvrent des dimensions aussi dans vos crânes, dans vos corps qui sont démentes, parce que la littérature, sa force, c'est qu'elle amène aussi énormément d'affect, elle amène énormément d'émotions, de sensations, de sensorialité, que n'amène pas forcément un texte de philosophie très rationnel. C'est-à-dire qu'on véhicule beaucoup de choses, on véhicule des modes d'attention, des manières de sentir, des manières de voir, des manières d'écouter, on véhicule de l'émotion brute, grâce à l'identification au personnage, et puis on véhicule aussi des concepts parfois, et on peut jouer autour de ça, quoi. Donc, pour moi, le travail sur la langue, il est absolument vital, et pour moi, il empuissante les gens. Voilà, j'espère que les gens qui lisent mes bouquins, quand ils ferment le bouquin, ils ont l'impression d'être un tout petit peu plus évastés, agrandis, approfondis, je sais pas, élargis, mais en tout cas que le volume intérieur de ce qu'ils peuvent éprouver des langages a été un tout petit peu, voilà, dilaté. Et ça, c'est vraiment... donc je comprends pas, moi par exemple, j'ai une espèce d'incompréhension totale sur des littératures qui se contentent d'utiliser un langage extrêmement commun, banal, qui veulent surtout pas utiliser un mot que les gens ne comprendraient pas, qui cherchent le plus petit dénominateur commun, des mots que les gens peuvent saisir, et qui syntaxiquement font des sujets-verbes compléments à longueur Je trouve que c'est morbide, c'est mortifère, et c'est horrible, quoi, tu vois, voilà, ça c'est vraiment... Ça, pour moi, c'est l'horreur totale, quoi, voilà. Donc on a, ouais, moi, pour moi, on a vraiment une responsabilité là-dessus, sinon à quoi bon écrire, quoi, tu vois, si c'est pour véhiculer juste du sens. Et là-dedans, juste pour finir là-dessus, parce que je peux parler des heures là-dessus, vous imaginez, c'est le cœur de ce que j'essaye de faire. Moi, j'adore faire une analogie entre la peinture et l'écriture. C'est-à-dire que si tu regardes la peinture, il y a deux choses très simples, c'est le trait et c'est la couleur. Et le trait implique un mouvement et la couleur va véhiculer une sensation brute. Et en écriture, c'est un peu pareil. Je fais du très schématique, mais ça permet de faire sentir. Pour moi, le trait en littérature, en écriture, c'est la syntaxe. La syntaxe, c'est profondément... Je sais
sais pas, nodale, cruciale, vitale, c'est-à-dire que la syntaxe va imprimer le mouvement de la sensation, elle va imprimer le mouvement du concept quand vous écrivez. Donc la phrase, c'est vraiment une hydrodynamique, c'est-à-dire vous faites couler quelque chose. Et vous le faites couler avec des vasques, avec des cascades, ou vous le faites couler très lentement, de façon oscillante, ou vous le faites tourner en rond, tourbillonner dans un vortex, mais vous générez un écoulement. Et c'est pour ça que c'est très important, c'est pour ça que moi je dis aussi mes textes, etc., parce que je veux faire sentir oralement ce qu'est cet écoulement, ce qu'est ce mouvement. Donc le trait, c'est la syntaxe, c'est le mouvement. Et puis l'autre côté, un aspect qu'on ne voit pas assez pour moi, c'est ce que j'appelle les couleurs de son, les phonèmes. Donc il y a 16 voyelles en français, il y a 18 consonnes. Le OU est une voyelle, le ON est une voyelle, le AN est une voyelle, le E est une voyelle. Et chacune porte pour moi une couleur spécifique. Alors c'est ma perception de ces couleurs, évidemment un autre écrivain aurait une autre perception. Mais je trouve qu'il faut être hyper conscient de ce que peut porter chacun des phonèmes. Un I est une structure déchirante qui monte très haut en fréquence, qui va avoir un effet de clou sonore très précis, alors qu'un OU est pour moi en tout cas un phonème extrêmement doux, en arrière de gorge, très utilisé dans les mots enfantins comme doudou, nounou, nounours, toutes ces choses-là, et c'est pas un hasard. Et quand tu as conscience de toutes ces couleurs, tu peux écrire, je trouve, avec plus de finesse et véhiculer beaucoup de sensorialité dans ce que tu fais. Donc voilà, c'est à l'inverse d'une écriture pour moi pauvre et purement sémantique. Bon, j'arrête, sinon je vais vous saouler 15 ans. Voilà, donc, pour finir, justement, je voulais qu'on conclue avec deux mots qui sont deux mots que Mathilde Giraud de Ground Control avait fort habilement choisi pour caractériser en fait cette rencontre, qui sont révolution et bifurcation. Alors pourquoi ces deux mots? Parce que une des choses frappantes dans vos travaux, c'est que vous avez tous les deux une compréhension profonde et intime de Marx et de Nietzsche, hein, et de la synthèse deleuzienne, enfin, si j'ose l'appeler comme ça. Et en revanche, vous n'êtes pas sur un terrain de la révolution, qui est quelque chose qui est soit caduque, soit passé, en tout cas qui n'est plus pertinent. Vous êtes en revanche, vous êtes tous deux, me semble-t-il, dans la vision ou dans l'élucidation d'une nécessité d'un changement radical, d'un tournant radical pour sortir de l'anthropocène et de ses aspects les plus mortifères, en effet. Vous avez, me semble-t-il, en revanche, une divergence ou une position distincte sur ce qui est de la place de la violence, en fait, dans cette bifurcation. Donc voilà, et je pense que vous aviez envie éventuellement de vous exprimer sur ce sujet, c'est-à-dire trouver de nouvelles armes, oui, mais à quel degré d'intensité et de violence ces armes? Oui, ce sont des sujets très difficiles, ça. Très très difficiles, sur lesquels parfois je suis un peu hésitant. J'ai pas un avis sur tout bien arrêté, loin de là, malheureusement, ou heureusement. Et avant d'essayer de prendre acte de la question et d'essayer d'y répondre, je voudrais reprendre quelque chose que disait Alain Damasio tout à l'heure et qu'il vient de redire, en fait, différemment. Parce qu'Alain, tu disais, je comprends pas tout, mais quand je comprends pas tout, l'imagination, voilà. En fait, moi, j'essaye toujours, plus maintenant, parce que maintenant je suis retraité, j'enseigne toujours, mais en Chine, mais en France, je n'enseigne plus. Mais quand j'enseignais, j'essayais toujours d'apprendre à mes étudiants que l'important, c'est pas de tout comprendre. Parce que quand on comprend tout, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Quand on comprend tout, c'est que c'est de la com, ça s'appelle de la com, c'est-à-dire de la merde. Et donc, alors aujourd'hui, on vous dit, il faut que les lecteurs puissent tout comprendre. Moi, j'ai refusé parfois de faire des articles dans les journaux. On m'a demandé un papier, j'ai fait le papier. Le rédac-chef m'a appelé en me disant « faut supprimer ça, faut supprimer ça ». J'enlève l'article parce que ça n'a pas de sens. C'est justement ce que les gens ne peuvent pas comprendre qui est important. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils leur donnent à comprendre qu'il y a quelque chose qui dépasse leur compréhension. Ce qui dépasse l'entendement, c'est ce qu'on appelle ce qui dépasse l'entendement. Parce que en allemand, entendement, ça se dit compréhension, Verstand. Et la compréhension, bon, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Ce qui est important, moi j'appelle ça la surpréhension. Il faut que quelque chose soit surpréhensif. Donc ça va au-delà de ce que je peux prendre. Je suis pris par la chose. C'est pas moi qui la prends, c'est la chose qui me prend.